Bonsoir à tous. Alors, nous allons vous présenter la posturologie dans le cadre de l'optimisation de performance, donc chez les athlètes et d'autres sportifs également. Tout d'abord, il va convenir de définir ce qu'est la posturologie. Donc, il s'agit d'une spécialité qui va déterminer, qui va chercher en fait à étudier la régulation de l'équilibre et ses dysfonctionnements. La position debout, l'orientation dans l'espace, ainsi que l'ajustement de tous les mouvements avec précision, va nécessiter des régulations permanentes par rapport à notre milieu extérieur. Ceci est contrôlé par des mécanismes neurophysiologiques, mécanismes qui sont contrôlés par un système complexe qu'on appelle le système de gestion posturale. Si on devait définir une posture idéale, ce serait une posture qui est économe en énergie, avant tout. Cette posture aurait une symétrie des tonus musculaires et nous permettrait d'effectuer le maximum d'actions en consommant le minimum d'énergie. A contrario, une posture dysfonctionnelle, elle, est très peu économe en énergie parce qu'on aura une asymétrie des tonus musculaires, asymétrie qui va se traduire par des compensations qui seront le plus souvent douloureuses et énergivores. Cette énergie qu'on va passer à essayer de rétablir une posture qui est dysfonctionnelle, on ne pourra pas l'utiliser dans sa pratique sportive. C'est dans ce cadre qu'on va intervenir dans l'optimisation des performances. Le système postural peut être défini en 3 étages. Un premier étage qui va capter l'information venant du milieu extérieur et de notre propre milieu, qu'on appelle les capteurs. On aura des exocapteurs avec les yeux, l'appareil auditif, l'appareil mandicateur, les pieds, dont on a beaucoup parlé, et également la peau. On aura des endocapteurs avec le système viscéral ainsi que le système capsulo-ligamentaire. L'ensemble des informations captées par ces capteurs seront traitées au niveau du système nerveux central, qui va renvoyer une information motrice pour réguler la posture au niveau des effecteurs qui sont le système musculo-squelettique. Quand consulter un posturologue? Tout d'abord, quand on a des troubles musculo-squelettiques, pathologie rachidienne, tendinopathie, entorse, etc. Dans certains troubles de l'apprentissage et du comportement de l'enfant, dans les syndromes douloureux complexes, dans la prévention de la chute chez la personne âgée, dans les instabilités non vestibulaires et dans l'optimisation des performances, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. La consultation posturale, nous avons choisi de la mener au Club Santé Guyane sous forme de consultation pluridisciplinaire. Donc elle se déroule avec un médecin du sport, un podologue, un ostéopathe et ou un kinésithérapeute, et avec l'intervention parfois de préparateurs physiques. Au cours de cette consultation, nous aurons 4 étapes. La première, donc, c'est l'interrogatoire. Donc un peu comme dans toutes nos consultations classiques, avec une investigation au niveau du motif de consultation, des antécédents, mais également en fait surtout l'état général et des habitudes de vie. On va par la suite passer à l'examen clinique, qui lui va en général débuter par une analyse statique, avec l'analyse d'une part de la verticale de Barré, qui va nous donner les déviations sur le plan frontal et sagittal. On va utiliser aussi des plateformes de stabilométrie, et également des podoscopes, afin de déterminer éventuellement si on a une asymétrie des empreintes podales. On va passer sur une deuxième étape de l'examen clinique, qui est une étape beaucoup plus dynamique. Cette étape dynamique, en fait, avec des tests spécifiques, où on va tester les tests d'inhibition motrice. On aura également les tests de mobilité avec le Basani, le test des pouces montants qu'on peut réaliser aux différents étages du rachis. Et enfin, on va beaucoup utiliser les tests de posturodynamique qui ont été décrits dans les années 80. Pour les sportifs, le plus souvent,
nous irons sur le terrain pour analyser le geste sportif en stimulant ou inhibant certains capteurs, en voyant les résultats que cela donne. Vous pouvez voir tout à l'heure sur les vidéos que ça peut être relativement intéressant, c'est très parlant, ça nous permet d'avoir un discours beaucoup plus concret et cohérent avec les coachs et d'avoir vraiment des réponses immédiates. Le but de l'ensemble de ces tests sera d'aboutir en fait à la rédaction d'un compte-rendu qui sera destiné en fait aux médecins traitants, aux sportifs lui-même et à l'ensemble des acteurs qui vont participer à l'objectif de l'athlète ou du patient, quel qu'il soit. On va parler de P3I, plan d'intervention interdisciplinaire individualisé. Pourquoi interdisciplinaire? Parce qu'en fait, la posturologie, en traitant les capteurs, va faire appel à toutes sortes de professionnels de santé. Si l'entrée oculaire pose problème, il faudra faire appel à un ophtalmo. Si c'est les pieds, podologue. Si c'est un trouble ostéo-articulaire, un kinésithérapeute, un podologue. Si c'est la langue, un orthophoniste. Et la peau, on pourra faire appel également à tout ce qui est kinésithérapeute. Là, on sera obligé de traiter parfois plusieurs capteurs en même temps, d'où cette interdisciplinarité. Nous allons vous proposer maintenant une vidéo qui va vous décrire un peu plus concrètement l'ensemble des tests. Et je laisse la place à M. Thibault. Bonjour. Donc, je vais vous présenter maintenant plus concrètement l'examen qu'on a mis sur place et tous les bilans à peu près qui existent. On n'a pas tout fait, on a ceux qu'on utilise lors de notre consultation pluridisciplinaire et surtout ceux qui sont validés. Donc pour ça, nous avons recruté des patients du Krebs. Qui se présentent. On a eu divers et variés pour pouvoir montrer plusieurs choses. Des cyclistes, des triathlètes, des athlètes, des nageurs. Donc l'examen commence par la station de Rouen, tout simplement, qui donne déjà pas mal d'informations. Il faut comprendre que c'est un interrogatoire très important, très militaire, qui va beaucoup nous orienter sur la vie du patient. Parce que sa vie nous intéresse dès sa naissance. Donc les capteurs, l'articulé dentaire, ça va un peu vite. La cicatrice, les pieds qu'on peut inhiber, la verticale de Barré, la première étape de notre examen. Là, on a une verticale qui est à peu près respectée, un passage au niveau de l'occiput, de C7, au milieu du pli fessier. Là, on rentre dans la dysfonction. On a un décalage du pli fessier, de C7, de l'occiput. Là, pareil, ça a l'air normal. Mais on va se rapprocher. Voilà, une dysfonction qui apparaît. Donc, il faut savoir qu'il y a des dysfonctions ascendantes et des dysfonctions descendantes. Celle qui se situe au niveau pelvien, on va parler des dysfonctions ascendantes et plus haut des dysfonctions descendantes. Donc l'entrée oculaire, souvent on pense à la vue, ça peut être tout simplement un trouble de convergence. Donc c'est pas forcément le port de lunettes, mais la rééducation. On a une belle déviation mandibulaire qui montre une dysfonction de l'appareil articulaire
Donc on a le test stimulaire, c'est le test des inhibitions, qui dans ces règles montre une dysfonction des extensions. Donc on va inhiber l'entrée dentaire, on va voir que l'inhibition motrice disparaît. Plus asymétrie de tonus musculaire avec la manœuvre de convergence pédale. Une symétrie libertonienne des rotateurs externes. Les yeux fermés, ça disparaît. Le test de Fukuda, décrit par les yeux de Fukuda lui-même. Donc ce piétinement sur place, les yeux fermés, le bras tendu. Donc il n'y a quasiment pas d'asymétrie. Et chez notre jeune cycliste, au bout de quelques secondes, on a une belle asymétrie. Donc, les dysfonctions rachidiennes, c'est l'examen posturodynamique qui nous permet justement d'apprécier les asymétries toniques à divers étages, au niveau cervical, au niveau dorsal, au niveau lombaire, au niveau colopelvien. On a une grosse asymétrie, comme on a vu tout à l'heure, au niveau cervical bas, qui est lié directement à l'ATM. Et on avait une entrée plantaire aussi. Voilà, on a inhibé le tout, l'entrée plantaire et l'entrée dentaire. Et on retrouve au niveau cervical des mouvements physiologiques. Donc les tests spécifiques de l'activité physique, là on avait des cyclistes, c'est pas forcément, on a étudié l'athlète, on a étudié son lien au sol, là en l'occurrence le vélo. Typiquement le vélo n'a pas trop été réglé en dynamique, donc voilà. Avec une fesse, la symétrie tonique se voit très bien d'un côté, qui travaille bien plus que l'autre, et même sur son capteur de puissance. C'était très révélateur, une pédale quasiment d'une seule jambe, et à 75-25. Une fois qu'on régule tout ça, là, on a le test encore des tests de basaline dynamique. On a le pouce qui monte la symétrie tonique qu'on avait tout à l'heure. Chez le nageur, on a 10-14 ans. Maintenant, on parlait directement de dysfonction descendante, inhibition dentaire, évolution normale. Donc les dents décollées, des inhibitions motrices. Les dents serrées. On aura des limitations à cause de sa dysfonction de la tête. On a donc manipulé l'entrée dentaire avec un petit appareil. On voit que toutes les dysfonctions disparaissent. Et on verra concrètement à l'eau directement. Donc là, on a les yeux fermés, les dents serrées, sans appareil. Grosse déviation, et là,
les yeux fermés, avec l'inhibition de l'entrée volontaire. Et là, il nage quasiment pas. Voilà. Merci à nos sportifs. Merci.